Merci beaucoup, Aïda. Merci aux organisateurs et particulièrement au professeur Saïd Chali pour cette invitation. Donc, je salue le professeur Feb, professeur Soulani, professeur Nabil Bakada, et modérateur de cette session. Donc, on m'a demandé de parler de l'avancée considérable dans le traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Bon, je vais essayer de faire tant bien que mal en 15 minutes. Donc, ça va être un peu difficile, mais je vais quand même essayer. Alors, je vais choisir quelques points. Donc, je ne vais pas parler de toutes les formes d'insuffisance cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, on peut en parler un petit peu dans la discussion. Il n'y a pas eu grand-chose dans ces deux entités. Par contre, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, ou on va dire ces 40 à 50 dernières années. Voilà donc à gauche de l'écran, je ne sais pas si vous regardez, ici c'est un petit peu les anciens cours de cardiologie. L'insuffisance cardiaque, le traitement était simple, diastolique et diurétique, régime sans sel, le recours. Et bien entendu, il n'était pas question de donner les bêta-bloquants à cette époque-là. Et depuis, donc, pas mal d'études ont bien sûr été développées dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. D'abord les IEC dans les années 80, mais ceci est parti d'une meilleure compréhension de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque et ces systèmes de compensation qui en fait il s'est avéré que c'était des mécanismes délétères dans la simulation et donc dont le blocage pouvait être bénéfique. C'est ce qui a été démontré dans un premier temps par les IEC en fin des années 80, donc avec différents programmes. Donc j'ai cité à titre d'exemple le programme de la molécule enalapril à l'époque, l'étude consensus et SOLT, dans l'insuffisance cardiaque sévère et dans l'insuffisance cardiaque modérée à légère. Et puis il y a eu d'autres dans le post-infarctus avec le ramipril et d'autres molécules. Donc, bien entendu, toutes ces molécules ont démontré une diminution, un bénéfice significatif par rapport au placebo, c'est-à-dire les patients qui étaient sous digitalo-diurétique à l'époque. Fin des années 90, c'est les bêta-bloquants. Donc, jusqu'à cette date, c'était même contre-indiqué de donner les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque. Mais comme le système nerveux sympathique était hyperstimulé dans l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection réduite, donc il était logique d'essayer de bloquer ce système, bien sûr moyennant un protocole de titration progressive que tout le monde connaît maintenant. Et différentes études ont bien démontré l'intérêt et l'utilité des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque qui maintenant font partie de la fameuse quadrithérapie dont a parlé le professeur Dojar et le professeur Binis. Juste après, bon, le blocage du système rénine-angiotensine pouvait être complété ou on pouvait aussi utiliser les IEC à la place des ARA2. En fait, vu que les IEC étaient déjà efficaces, donc on a testé les ARA2 dans des programmes alternatifs, donc VALEF et CHARM alternatifs, c'est-à-dire les patients qui ne toléraient pas les IEC. Donc les ARA2 restent des molécules valables, particulièrement chez les patients qui ne tolèrent pas les IEC avec des bénéfices bien démontrés dans ces études. Après, il faut savoir que le système rénine-angiotensine comprend aussi la partie terminale, l'aldostérone, et donc le blocage de cet aldostérone peut compléter un petit peu le blocage de ce système. L'étude RALES, la première, donc elle était un petit peu critiquée, puis après il y a eu l'étude avec les pléronones, et tous les deux donc, ont démontré que c'était bénéfique de bloquer l'aldostérone aussi dans l'insuffisance cardiaque à fraction réduite chronique. Alors, ces trois médicaments ont eu un effet un peu cumulé quand on les associe tous les trois. Et vous savez que depuis 2012, c'était la fameuse trithérapie avec le triple A, si vous vous rappelez de ces recommandations. On est passé de 50% de mortalité annuelle à peu près 10%, donc à peu près on était sur une réduction de 40 à 50% de la mortalité avec ces médicaments. Et puis après, bien sûr, il y a eu d'autres procédures thérapeutiques, notamment le traitement électrique dont on va parler l'orateur qui va venir après, M. Gabriel là-dessus.
Alors, ceci a été aussi consolidé par les données de registre. Ici, vous avez le registre de mortalité en Europe par insuffisance cardiaque qui a franchement baissé depuis les années 80 aux années 2010. On voit très bien qu'il y a eu une nette régression des morts déclarées par l'insuffisance cardiaque, et ceci, bien sûr, grâce au traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Dans les années 2010, on a eu l'entrée de l'ivabradine. Alors, l'ivabradine était utilisée chez des patients qui avaient les 3 médicaments. Les bêta-bloquants, soit les bêta-bloquants étaient mal tolérés, ou les patients restaient rapides sous bêta-bloquants, avec une réduction du critère primaire, hospitalisation et mortalité cardiovasculaire, avec ce médicament. Après l'ivabradine, donc on s'est demandé est-ce qu'il ne fallait pas essayer de toucher aussi au système des peptides natriurétiques. Vous savez que les peptides natriurétiques s'élèvent dans l'insuffisance cardiaque, ils ont des effets favorables qui ne s'opposent pas parfois au système rénine-angiotensine stimulé. Et donc, mais ces peptides natriurétiques sont rapidement dégradés par des endopeptidases dans la nitrilysine. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait inhiber cette nitrilysine pour essayer de garder un petit peu ces peptides dans le sang et avoir leur effet bénéfique. Donc, c'est ce qui a été réalisé par le fameux traitement STZ-696, devenu sacubitril/valsartan après, et avec cette étude que vous connaissez qui est parfaitement positive. Et c'est l'étude qui a permis l'entrée des ARNI dans le protocole de traitement de l'insuffisance cardiaque. Après, les inhibiteurs des SGLT2, comme traitement de l'insuffisance cardiaque, en fait, les inhibiteurs des SGLT2, donc à peu près les années 2010, donc 2015 à peu près, en fait, c'est des médicaments qui étaient développés initialement pour traiter la maladie diabétique. Mais on s'est rendu compte par les essais thérapeutiques de ces médicaments qu'ils apportaient une prévention cardiovasculaire, prévention des événements et particulièrement une diminution d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez le diabétique avec une protection intégrale. Et donc, il était un peu logique après d'essayer ces médicaments chez des insuffisants cardiaques avérés, diabétiques ou non diabétiques. Et c'est ça l'intérêt des études utilisées dans cette indication, la dapagliflozine avec l'étude DAPA-HF et après Empereur Reduce et la méta-analyse qui confirme bien l'intérêt de ces deux médicaments dans le protocole de l'insuffisance cardiaque. Et donc, on est arrivé aux recommandations qu'on connaît maintenant de 2021 où on a la quadrithérapie associée au diurétique de Lens pour dépléter le patient. Bien entendu, il y a des questions. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait être progressif comme on le faisait classiquement avec les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostérones, ou aller un petit peu rapidement. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de méta-analyses sur ce sujet, et dans celle-ci, une modélisation qui montre bien que la quadrithérapie permet à votre patient une réduction du risque de mortalité et d'hospitalisation cardiovasculaire de l'ordre de 65% à peu près par rapport à un schéma thérapeutique classique à base d'IEC. Donc, il est logique d'aller rapidement, et c'est ce qu'a démontré l'équipe française dans l'étude Franck-HF qui montre bien que lorsqu'on administre ces médicaments à faible dose et on les titre rapidement, 4 semaines, non pas 3 à 6 mois, pour éviter l'inertie, on réduit les hospitalisations, comme a dit mon ami M. Vigny et M. Professeur Lojard. Donc, c'est ces réhospitalisations qui aggravent bien sûr l'issue de ces patients. Après, cette quadrithérapie, bien sûr, il faut penser aux autres thérapeutiques où la prise en charge a avancé. Le traitement électrique va être abordé par M. Gabriel. La prise en charge des comorbidités, je n'ai pas assez de temps pour passer sur tous ces points, la carence martiale, les valvulopathies, la fibrillation atriale, le traitement d'insuffisance cardiaque avancée qui a été abordé un petit peu par M. le ministre, mais j'insiste surtout sur la réadaptation et bien sûr le suivi, ce suivi qui doit se faire dans des structures bien sûr adaptées. Et voilà un petit peu, les patients arrivent souvent en décompensation, on fait connaissance, donc c'est le mode de révélation de cette maladie. Et il faut essayer de passer ce cap critique, de mettre en route le traitement de fond et bien sûr de l'optimiser, même en ambulatoire. Et là aussi, il faut bien organiser le suivi. Et malheureusement, nous, dans notre pays, on n'a pas des structures dédiées pour faire ça. Donc, il va falloir penser à développer ce volet chez nous. Quelques mots de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, contrairement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite,
peu de progrès ont été réalisés parce qu'il y a eu pas mal d'études négatives avec les digoxy, les IEC, les ARA2. Quelques études ont montré quand même qu'il y avait une tendance à une diminution des hospitalisations avec les ARA2 et les anti-aldostérone. On attendait beaucoup de l'inhibition de la niprélisine et les ARNI, donc le sacubitril valsartan dans cette étude de paravent HF pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Malheureusement, l'étude était limite négative. Et donc, il a fallu attendre les SGLT2 aussi dans ces inhibiteurs dans cette indication qui, heureusement, ont montré qu'ils étaient bénéfiques en réduisant essentiellement les hospitalisations dans cette indication. Et donc, ces médicaments font leur entrée dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, non pas dans les recommandations européennes, qui vont certainement reprendre ça après, mais dans les recommandations américaines de 2022, où ces médicaments actuellement sont en classe 2A et peuvent être présents. Alors j'espère que je suis à temps. Donc le futur dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque a été abordé par M. le ministre, M. Lojard. Donc la télémédecine, donc c'est intéressant. Donc il va falloir penser à tous ces outils numériques pour essayer de nous aider à prendre en charge ces patients et les suivre. Les dispositifs aussi dans le suivi et le traitement. Le traitement en fonction du phénotype des patients. Et surtout les nouveaux traitements qui sont en train d'être développés. Donc nous aurons certainement dans les années à venir d'autres traitements dans l'insuffisance cardiaque et bien sûr l'application de l'intelligence artificielle qui va certainement nous aider à prendre en charge correctement ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Muniès, pour ta présentation.